Salut les amis, c'est Cassucef. Je vous lis ce dernier chapitre de ce livre que je voulais tant vous lire, de la volonté dans la nature d'Arthur Schopenhauer, qui est malgré tout pas facilement trouvable et qui est vraiment un énorme classique, il faut avoir lu. Et là donc on s'embarque dans le chapitre astronomie physique. Il n'est aucune partie de ma doctrine pour laquelle il n'est aucune partie de ma doctrine pour laquelle j'étais moins en droit d'espérer une confirmation de la part des sciences empiriques que celle qui applique également à la nature inorganique cette vérité cardinale. La chose en soi de Kant, c'est la volonté, et ce qui agit dans toutes ses forces fondamentales est identique avec ce que nous connaissons en nous sous forme de volonté. Il m'a été d'autant plus agréable de voir qu'un empiriste distingué, vaincu par la force de la vérité, on est arrivé à exprimer lui aussi, dans le contexte de sa science, cette phrase paradoxale. Ses sœurs John Herschel, dans son treatise en astronomie, qui a apparu en 1833 et a connu en 1849 une édition augmentée sous le titre Outlines of Astronomy. Lui donc, qui en tant qu'astronome ne connaît pas uniquement la pesanteur d'après le rôle étroit et réellement lourdeau qu'elle joue sur la Terre, mais d'après celui plus noble qui est le sien dans l'univers, où les corps célestes jouent entre eux, trahissent des penchants, se lancent pour ainsi dire des œillades, sans arriver jamais au contact grossier, mais en gardant une distance convenable, continue à danser avec décence leur menuet pour l'harmonie des sphères. Sir John Herschel donc écrit ces lignes au chapitre 7, où il établit la loi de gravitation, paragraphe 371 de la première édition. Il écrit tous les corps que nous connaissons, élevés en l'air, puis lâchés, redescendent jusqu'au sol selon une perpendiculaire verticale. Ils y sont donc poussés par une force ou par un effort qui est le produit immédiat ou médiat d'une conscience et d'une volonté qui existe quelque part, bien que nous ne puissions la découvrir. C'est cette force que nous nommons pesanteur. All bodies with which we are acquainted, when raised into the air and quietly abandoned, descend to the earth's surface in lines perpendicular to it. They are therefore urged thereto by a force or effort, the direct or indirect result of a consciousness and a will existing somewhere. So legend or power to trace, so beyond our power to trace, which force we term gravity. Which force we term gravity. Celui qui a rendu compte de l'ouvrage de Herschel dans la Edinburgh Review, octobre 1833, ne pensait en tant qu'anglais qu'à préserver l'intégrité du récit de Moïse. Celui qui a rendu compte de l'ouvrage de Herschel dans la Edinburgh Review, octobre 1833,
ne pensait en tant qu'Anglais qu'à préserver l'intégrité du récit de Moïse, qui lui tient davantage à cœur que l'intelligence de la vérité. Il se formalise beaucoup de ce passage. Il remarque avec raison qu'il ne s'agit manifestement pas de la volonté du Dieu Tout-Puissant qui a créé la matière et toutes ses qualités. Il ne veut absolument pas admettre la phrase elle-même. Il lui dénie toute conséquence à partir du paragraphe précédent, grâce auquel Herschel a voulu la fonder. Je suis d'avis qu'il découlerait de ce dernier en tout état de cause, car à l'origine d'un concept détermine son contenu. Je suis d'avis qu'il découlerait de ce dernier en tout état de cause, mais que c'est ce premier membre de la proposition qui est lui-même faux. Il affirme en effet que l'origine du concept de causalité est l'expérience, et plus précisément celle que nous faisons en agissant sur les objets du monde extérieur par un effort personnel. Il n'y a là que comme en Angleterre, où l'on n'a pas encore vu poindre le jour de la philosophie kantienne, qu'on puisse penser à l'expérience comme origine du concept de causalité, sans parler des professeurs de philosophie qui se moquent des théories de Kant et me jugent indigne d'intérêt. Mais on ne peut le faire si on connaît ma preuve, toute différente de celle de Kant, de la priorité de ce concept, lequel repose sur le fait que la connaissance de la causalité est la condition nécessaire de l'intuition du monde extérieur. Elle n'a lieu que grâce au passage accompli par l'entendement, de la sensation perçue par l'organe des sens à sa cause, qui se manifeste désormais comme objet dans l'espace, saisi également par l'intuition a priori. Or, comme l'intuition des objets doit précéder l'action, or comme l'intuition des objets doit nécessairement précéder l'action que nous exerçons consciemment sur eux, or comme l'intuition des objets doit nécessairement précéder l'action que nous exerçons consciemment sur eux, ce n'est pas l'expérience de cette action qui peut être la source de l'idée de causalité. Car avant que j'agisse sur les choses, il faut qu'elles aient agi sur moi comme motif. J'ai exposé tout ce qui touche à ce sujet au second volume de mon ouvrage principal, chapitre 4, où l'hypothèse adoptée par Herschel trouve sa réfutation. Je n'ai donc pas besoin d'entrer ici de rechef dans le détail, mais une telle hypothèse pourrait même être réfutée empiriquement. En effet, elle impliquerait qu'un homme né sans bras et jambes ne pourrait obtenir aucune information sur la causalité, et donc aucune intuition du monde extérieur. Mais la nature s'est chargée de cette réfutation par les faits, à l'aide d'un accident de ce genre dont j'ai rendu compte d'après la source au chapitre que je viens de citer dans mon œuvre principale. Le jugement d'Herschel en question illustrerait donc une fois de plus le cas d'une conclusion vraie tirée de prémices fausses. Chose qui se produit à chaque fois que par un juste aperçu, nous saisissons immédiatement une vérité, sans réussir à découvrir et à nous clarifier les raisons de cette connaissance que nous pouvons porter clairement à la conscience. Car dans chaque jugement original, la conviction précède la preuve. Car dans chaque jugement original, la conviction précède la preuve. Cette dernière est inventée par la suite. La matière liquide
La matière liquide, en raison de la mobilité parfaite de toutes ses parties, rend la manifestation immédiate de la pesanteur dans chacune d'entre elles plus évidente que ne peut le faire la matière solide. Ainsi, pour participer à cet aperçu qui est la source réelle du jugement de Herschel, que l'on considère, attentivement la chute violente d'un torrent sur des masses rocheuses, et qu'on se demande si cette tendance résolue, ce déchaînement, peuvent se produire sans un effort, et si un effort est pensable sans volonté. Et, de la même façon, partout où nous saisissons un mouvement originel, une force immédiate et première, nous sommes obligés de penser son essence intime en termes de volonté. Toujours est-il que Herschel, comme tous les autres empiristes de différentes disciplines que j'ai citées, s'est trouvé conduit dans ses recherches jusqu'à la limite où la physique n'a plus derrière elle que la métaphysique, qui lui a donné le coup d'arrêt, et que lui aussi, comme tous les autres, n'a pu voir au-delà de cette limite que de la volonté. Bon reste, Herschel, comme la plupart de ces empiristes, est encore prisonnier de l'idée que la volonté est inséparable de la conscience. Comme je me suis suffisamment étendu plus haut sur cette erreur et sa rectification, il n'est pas nécessaire d'y revenir. Depuis le début du siècle, on a souvent voulu voir de la vie dans le monde inorganique. Bien à tort. Vivant et organique sont des concepts réciproques. Aussi, dans la mort, ce qui est organique cesse de l'être. Mais dans la nature entière, il n'est pas de frontière plus nettement tracée qu'entre l'organique et l'inorganique, c'est-à-dire entre l'être où la forme constitue l'élément essentiel et permanent, la matière l'élément accidentel et variable, et l'être chez lequel c'est exactement l'inverse. Ici, la frontière n'est pas floue, comme par exemple entre l'animal et la plante, le corps solide et le corps liquide, le gaz et la vapeur. Aussi, vouloir la supprimer ne serait que semer intentionnellement la confusion dans nos concepts. Qu'il faille par contre attribuer à une volonté à l'univers inanimé et inorganique, c'est moi qui fus le premier à le dire. Car chez moi, la volonté n'est pas, comme on le pensait jusqu'ici, un accident de la connaissance, et donc de la vie. En revanche, la connaissance est bien un accident de la vie, et celle-ci un accident de la matière. Mais la matière elle-même n'est que la perceptibilité des manifestations de la volonté. C'est pourquoi, dans tout effort venu de la nature d'un être matériel, c'est pourquoi, dans tout effort venu de la nature d'un être matériel et constituant effectivement cette nature, ou se manifestant à travers cette nature, nous devons reconnaître un vouloir. Et en conséquence, il n'y a point de matière sans manifestation de volonté. La manifestation de volonté la plus humble et partant la plus répandue, la manifestation de volonté la plus humble et partant la plus répandue est la pesanteur. C'est pourquoi on l'a nommée une force fondamentale, essentielle à la matière. Selon la conception courante de la nature, il y a deux principes du mouvement, fondamentalement différents. Et le mouvement d'un corps peut donc avoir une double origine, qui vienne de l'intérieur, et on l'attribue à la volonté, ou bien de l'extérieur, et il est alors produit par des causes.
Cette manière de voir fondamentale est la plupart du temps admise implicitement comme allant de soi et n'est qu'incidemment soulignée de façon explicite. Je veux toutefois, au fin d'une certitude totale, citer quelques passages sur la question tirés des temps anciens et modernes. Platon, déjà dans le Phèdre, établit l'opposition entre ce qui se meut de l'intérieur, l'âme, et ce qui reçoit son mouvement de l'extérieur, les corps. Tout corps qui reçoit du dedans son mouvement, et tout corps qui le reçoit du dehors. Nous retrouvons la même antithèse au Lévitis des lois. Après lui, Cicéron l'a reprise dans les 2 derniers chapitres du Somnium Scipionis. De même, Aristote, Physique 7, établit le principe. Tout corps qui change de place est mis en mouvement, soit par lui-même, soit par un autre corps. Dans le livre suivant, chapitres 4 et 5, il revient sur ce même principe et il rattache de vastes recherches dans lesquelles, justement, par suite du caractère faux de cette opposition, il tombe dans de grands embarras. Maclaurin, lui aussi, dans son account of Newton's Discoveries, page 102, expose cette conception qu'il prend comme point de départ. Il expose cette conception qu'il prend comme point de départ. Et même à l'époque moderne, voici arrivé Rousseau, naïf et candide, avec le même principe, dans la célèbre profession de foi du vicaire savoyard. J'aperçois dans les corps 2 sortes de mouvements, savoir mouvement communiqué et mouvement spontané ou volontaire. Dans le premier, la cause motrice est étrangère au corps mu, et dans le second, elle est en lui-même. Mais même de nos jours, et dans le style ronflant et boursouflé qui les caractérise, Burdak écrit Physiologie, volume 4, page 323, le motif déterminant d'un mouvement se trouve soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de ce qui se meut. La matière est existence extérieure, elle possède des forces de mouvement, mais ne les met en œuvre que dans certaines conditions d'espace et face à des oppositions extérieures. Seule l'âme est un facteur intérieur constamment actif, et seul le corps animé trouve en lui-même, indépendamment de conditions mécaniques extérieures, sujet de mouvement, et se meut de sa propre autorité. Quant à moi, il me faut dire, comme jadis Abélard, si omnes patres sic, atego non sic. Tous les pères peuvent être de cet avis, moi pas. Car à l'inverse de cette conception fondamentale, quelque ancienne et répandue qu'elle puisse être, ma doctrine tend à établir qu'il n'y a pas 2 origines du mouvement radicalement différentes, que le mouvement ne part pas soit de l'intérieur, où il est attribué à la volonté, soit de l'extérieur, où il se reproduit par des causes, mais que les 2 sont inséparables et ont lieu en même temps à chaque mouvement d'un corps. Car le mouvement qui, de l'aveu général, vient de la volonté, implique toujours également une cause. Chez les êtres connaissants, cette dernière est un motif, mais sans elle, même chez ces êtres, le mouvement est impossible. Et d'autre part, le mouvement d'un corps que l'on dit déterminé par une cause extérieure est néanmoins en soi manifestation de sa volonté, laquelle est simplement sollicitée par la cause. En conséquence, il n'y a pour tout mouvement qu'un principe unique, uniforme, général et exclusif. Sa condition intérieure est la volonté, sa détermination extérieure est la cause, laquelle, selon la nature de l'être soumis au mouvement, peut aussi apparaître sous forme d'excitation ou de motif. Tout ce qui est, tout ce qui, pardon, tout ce qui,
tout ce qui, dans les objets, tout ce qui dans les objets est connu seulement a posteriori, empiriquement, et en soi volonté. Par contre, dans la mesure où les objets sont définissables a priori, ils appartiennent uniquement à la représentation, à la simple apparence. C'est pourquoi, c'est pourquoi les phénomènes naturels sont de moins en moins compréhensibles à mesure que la volonté. C'est pourquoi les phénomènes naturels sont de moins en moins compréhensibles à mesure que la volonté se manifeste en eux plus clairement, c'est-à-dire à mesure qu'ils sont placés plus haut dans l'échelle des êtres. En revanche, ils sont d'autant plus compréhensibles que leur contenu empirique est réduit, car ils restent alors d'autant plus dans le domaine de la simple représentation et ses formes, dont nous avons conscience a priori, constituent le principe de leur compréhensibilité. En conséquence, on a une intelligibilité totale et générale aussi longtemps que l'on se tient dans ce domaine et qu'on a devant soi la simple représentation, sans contenu empirique, la simple forme. Ainsi, dans les sciences a priori, dans l'arithmétique, la géométrie, je connaissais pas, la phoronomie, et dans la logique, tout y est saisissable au plus haut degré. Les jugements sont parfaitement clairs et suffisants, et ne laissent rien à désirer. Il nous est même impossible de penser que quelque chose puisse être autrement. Tout cela vient du fait que nous avons uniquement affaire aux formes de notre propre intellect. Donc plus une relation est compréhensible, plus elle consiste uniquement en simple phénomène, et moins elle concerne l'être en soi. La mathématique appliquée, mécanique, hydraulique, etc., examine les plus bas degrés de l'objectivation de la volonté, où l'essentiel demeure encore dans le domaine de la simple représentation, mais possède déjà un élément empirique qui trouble la plénitude de la compréhensibilité. La mathématique appliquée, mécanique, hydraulique, etc., examine les plus bas degrés de l'objectivation de la volonté, où l'essentiel demeure encore dans le domaine de la simple représentation, mais possède déjà un élément empirique qui trouble la plénitude de la compréhensibilité, de la transparence, et avec lequel apparaît l'inexplicable. Seules quelques parties de la physique et de la chimie supportent pour la même raison un traitement mathématique. Lorsqu'on s'élève dans l'échelle des êtres, il disparaît. Précisément parce que le contenu du phénomène l'emporte sur la forme. Ce contenu est volonté, l'a posteriori, la chose en soi, libre, sans raison. J'ai montré à la rubrique physiologie végétale combien chez les êtres vivants et connaissants le motif est l'acte de volonté. La représentation et le vouloir se séparent et divergent de plus en plus nettement à mesure qu'on s'élève dans l'échelle des êtres. Selon les mêmes normes, la cause se sépare de plus en plus de l'effet dans l'univers inorganique lui aussi, et dans la même mesure l'élément purement empirique, qui est justement manifestation de la volonté, apparaît de plus en plus nettement. On commence.
J'ai montré à la rubrique physiologie végétale comment chez les êtres vivants et connaissants, le motif et l'acte de volonté, la représentation et le vouloir se séparent et divergent de plus en plus nettement à mesure qu'on s'élève dans l'échelle des êtres. Selon les mêmes normes, la cause se sépare de plus en plus de l'effet dans l'univers inorganique lui aussi. Et dans la même mesure, l'élément purement empirique, qui est justement manifestation de la volonté, apparaît de plus en plus nettement. Mais c'est justement alors que diminue l'intelligibilité. La chose demande une discussion plus détaillée, à laquelle je prie mon lecteur de prêter toute son attention, à laquelle je prie mon lecteur... La chose demande une discussion plus détaillée, à laquelle je prie mon lecteur de prêter toute son attention, car cette discussion est particulièrement propre à éclairer au maximum la pensée fondamentale de ma doctrine, tant pour ce qui est de la compréhensibilité que de l'évidence. Mais c'est tout ce que je puis faire. Par contre, faire en sorte que nos contemporains accueillent plus favorablement des pensées que du verbiage, voilà qui n'est point en mon pouvoir. Je dirais seulement, pour me consoler, que je ne suis pas l'homme de mon temps. Bon, au degré le plus bas de la nature, au degré le plus bas de la nature, cause et effet sont absolument identiques et uniformes, raison pour laquelle c'est à ce niveau que nous comprenons le mieux la relation causale. C'est à ce niveau que nous comprenons, c'est pour raison pour laquelle c'est à ce niveau que nous comprenons le mieux la relation causale. Par exemple, la cause du mouvement d'une bille qui reçoit un choc et celui d'une autre bille, laquelle perd exactement autant de mouvement que la première en reçoit. C'est là que se situe la compréhensibilité maximum de la causalité. Le seul mystère qui demeure se limite à la possibilité du passage du mouvement, facteur incorporel, pardon. Le seul mystère est le seul mystère qui demeure se limite à la possibilité du passage du mouvement, facteur incorporel, d'un corps à un autre. La réceptivité des corps en ce domaine est si faible que l'effet à produire doit absolument sortir de la cause. Cela vaut pour tous les effets purement mécaniques, et même si nous les saisissons pas tout aussi instantanément, cela tient uniquement au fait que des circonstances accessoires nous les cachent, ou que la liaison compliquée de causes et d'effets nombreux nous déroute. En soi, la causalité mécanique peut être saisie également partout, et ce au plus haut degré, parce qu'à ce stade, la cause et l'effet ne sont pas qualitativement différents. Parce qu'à ce stade, la cause et l'effet ne sont pas qualitativement différents. Et que là, ils le sont quantitativement, comme dans le cas du levier. La chose est explicable à partir de simples rapports d'espace et de temps. Mais dès qu'entre en ligne de simples rapports, pardon, mais dès qu'entre en ligne des considérations de poids, il s'ajoute un deuxième élément mystérieux, la pesanteur. Et lorsque les corps sont élastiques, également le ressort. Il en va déjà autrement si nous nous élevons tant soit peu dans l'échelle des phénomènes. La qualifaction comme cause et la dilatation, la liquéfaction et la volatilisation ou cristallisation comme effet ne sont pas identiques. La compréhensibilité de la causalité a diminué. Ce qui, par une chaleur moindre,
c'est liquéfié, s'évapore si la chaleur augmente. Ce qui, par une chaleur moins forte, cristallise, entre en fusion par une chaleur plus grande. La chaleur amollit la cire et durcit l'argile. La lumière blanchit la cire et noircit le chlorure d'argent. Et si deux sels se décomposent mutuellement, deux sels nouveaux se forment. Ainsi, l'affinité élective nous est un profond mystère, et les qualités des deux corps nouveaux ne sont pas la somme des qualités de leurs composantes. Ainsi, l'affinité élective nous est un profond mystère, et les qualités des deux corps nouveaux ne sont pas la somme des qualités de leurs composantes. Cependant, nous pouvons suivre la combinaison et déceler d'où sont sortis les corps nouveaux. Nous pouvons également séparer une nouvelle fois ce qui s'était combiné. Nous pouvons également séparer une nouvelle fois ce qui s'était combiné et rétablir par là le même quantum. Ainsi, entre cause et effet, se sont établis de façon notable l'hétérogénéité et l'incommensurabilité. La causalité est devenue plus mystérieuse. C'est encore plus le cas lorsque nous comparons les effets de l'électricité ou de la pile voltaïque avec leurs causes, le frottement du verre ou l'empilement et l'oxydation des plaques. On voit là disparaître déjà toute ressemblance entre la cause et l'effet. La causalité s'enveloppe dans un voile épais que des hommes comme Davy, Ampère, Faraday se sont employés à soulever quelque peu au prix d'immenses efforts. Elle ne trahit plus que les lois de l'effet et communication, distribution, commotion, allumage, analyse, charge, isolation, décharge, courant électrique, etc. se laisse réduire à un schéma comme plus E et moins E, auquel nous ramenons l'effet, que nous pouvons d'ailleurs diriger à notre guise. Mais le processus lui-même demeure une inconnue, un X. Ici donc, cause et effet sont totalement hétérogènes. Leur relation est incompréhensible et les corps présentent une grande... Ici donc, cause et effet sont totalement hétérogènes, leur relation est incompréhensible et les corps présentent une grande réceptivité à une influence causale dont l'essence demeure mystérieuse. De même, à mesure que nous nous élevons, il nous semble y avoir plus dans l'effet et moins dans la cause. Et c'est donc encore plus le cas lorsque nous parvenons au règne organique où se manifeste le phénomène de la vie. Si comme la pratique est courante en Chine, on remplit une fosse avec du bois en décomposition, qu'on le recouvre avec le feuillage du même arbre et qu'on y verse à plusieurs reprises une solution de salpêtre, on voit apparaître une riche végétation de champignons comestibles. Un peu de foin arrosé avec de l'eau donne naissance Un peu de foin arrosé avec de l'eau donne naissance à toute une population d'infusoires au mouvement rapide. Quelle hétérogénéité entre l'effet et la cause, et combien plus semble renfermer celui-là que celle-ci. Entre l'arbre et la graine, sous envie de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires, entre la terre et le suc spécifique, si varié, de plantes innombrables, médicinales, vénéneuses, comestibles, que porte un même sol, qu'éclaire un même soleil, qu'arrose une même pluie. Il n'y a plus aucune similitude, et partant, la chose nous est inintelligible.
car la causalité apparaît déjà ici à une puissance supérieure, à savoir comme excitation et comme sensibilité à l'excitation. Seul, seul nous est resté le schéma cause-effet. Nous reconnaissons, nous reconnaissons ceci comme cause, cela comme effet, mais rien qui ressemble à la causalité. Et non seulement il n'y a pas de ressemblance qualitative entre la cause et l'effet, mais il n'y a pas non plus de rapport quantitatif. De plus en plus, l'effet apparaît plus considérable que la cause. Et l'effet de l'excitation ne s'accentue pas en fonction de l'accroissement de cette dernière, mais c'est souvent le contraire. Entrons maintenant dans le règne des êtres connaissants. Il n'y a entre l'action et l'objet, qui sous forme de représentation la provoque, ni ressemblance, ni relation. Entrons maintenant dans le règne des êtres connaissants. Il n'y a entre l'action et l'objet, qui sous forme de représentation la provoque, ni ressemblance, ni relation. Cependant, chez l'animal, qui est limité aux représentations intuitives, la présence de l'objet qui agit comme motif est encore nécessaire. Son action est instantanée et immanquable, en exceptant le dressage, c'est-à-dire une habitude obtenue par la peur, car l'animal ne peut emporter avec lui aucun concept qui le libérerait de l'impression présente, lui donnerait la possibilité de la réflexion et le rendrait capable d'une action délibérée. L'homme, lui, le peut. C'est donc chez les êtres raisonnables que le motif arrive à ne plus être quelque chose de présent, d'intuitif, d'existant, de réel. C'est donc chez les êtres raisonnables que le motif arrive à ne plus être quelque chose de présent, d'intuitif, d'existant, de réel, mais un simple concept qui a son existence présente uniquement dans le cerveau de celui qui agit, mais qui est abstrait d'un grand nombre d'intuitions diverses, de l'expérience des années passées, ou transmis par des mots. La séparation entre cause et effet est devenue si grande, et l'effet s'est tellement amplifié par rapport à la cause, que pour une intelligence frustre, il ne semble plus y avoir de cause. L'acte de volonté ne dépend plus de rien, il est sans raison, c'est-à-dire libre. C'est précisément pour cela que les mouvements de notre corps, lorsque nous les examinons réflexivement de l'extérieur, se présentent comme quelque chose qui arrive sans cause, c'est-à-dire en fait comme un miracle. Seule l'expérience et le raisonnement nous apprennent que ces mouvements, comme tous les autres, ne sont rendus possibles que par une cause qui en l'occurrence s'appelle motif, et que dans cette gradation, la cause n'est restée en arrière de l'effet pour ce qui est de la réalité matérielle, mais qu'elle l'a accompagné quant à la réalité dynamique, à l'énergie. Ainsi, à ce degré le plus élevé de la nature, l'intelligibilité de la causabilité nous a davantage échappé qu'ailleurs. Seul est resté le schème, pris au sens le plus général, et la mûre réflexion est nécessaire pour reconnaître ici cette possibilité d'application et cette nécessité qu'il introduit partout. Mais alors, de même qu'en entrant dans la grotte du Posilip, on s'enfonce de plus en plus dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'une fois dépassé le milieu, la lumière du jour commence depuis l'autre extrémité à éclairer le chemin. De même ici, là où est la lumière de l'intellect, tournée vers l'extérieur avec sa forme, la causalité, après avoir été progressivement vaincu par les ténèbres, là où la lumière de l'intellect tournée vers l'extérieur avec sa forme, la causalité, après avoir été progressivement vaincu par les ténèbres,
ne répandait plus à la fin qu'une lueur faible et incertaine, c'est justement là qu'apparaît, venant à sa rencontre, un éclaircissement d'un tout autre genre, d'un tout autre, d'un tout autre côté, de l'intérieur de nous-mêmes, par certaines circonstances fortuites que nous-mêmes, ceux qui jugeons, sommes justement en l'occurrence les objets sur lesquels nous portons notre jugement. Pour l'intuition extérieure et l'intellect qui était à l'œuvre, la difficulté croissante de la compréhension, si claire au début de la relation causale, pour l'intuition extérieure et l'intellect qui était à l'œuvre, la difficulté croissante de la compréhension, si claire au début de la relation causale, avait peu à peu atteint un point tel que celle-ci finissait par devenir sujette à caution dans les actions animales, et que ces dernières apparaissaient comme une sorte de miracle. Mais maintenant, d'un tout autre côté, l'observateur reçoit de son propre moi une leçon directe. Dans ses actions, l'agent, c'est la volonté. La volonté qui lui est plus connue et plus familière que tout ce que peut fournir l'intuition extérieure. Seule cette connaissance doit être pour le philosophe la clé qui lui permette d'entrer dans tous ces mécanismes de la nature inanimée, dans lesquels certes la relation causale était plus satisfaisante que dans ceux dont nous venons de parler, et d'autant plus clair qu'ils étaient plus éloignés de ces derniers, mais n'en laissait pas moins subsister là aussi un X inconnu et ne pouvait éclairer complètement le fond du processus, même pas chez les corps mus par choc ou attirés vers le bas par la pesanteur. Même pas par les corps mus par choc ou attirés vers le bas par la pesanteur. Cet X avait pris des proportions de plus en plus grandes, pour finir au plus haut degré, par refouler complètement l'explication causale. Mais alors, au moment même où celle-ci pouvait le moins rendre service, il s'était dévoilé comme volonté, tel Méphistophélès lorsque par suite d'attaques savantes, il sort du caniche devenu énorme et dont il était l'essence. Reconnaître l'identité de cet X au bas degré, où il ne se manifestait que faiblement, puis aux échelons plus élevés, où il étendait de plus en plus son ombre, aux degrés les plus hauts, où il obscurcissait tout, et enfin au point où, dans notre propre phénomène, au point où, dans notre propre phénomène, il se manifeste comme volonté à la conscience de soi, reconnaître cette identité est chose inévitable après les considérations que je viens de faire. Les deux sources originellement différentes de notre connaissance, la source extérieure et la source intérieure, doivent être à cet endroit mises en relation par la réflexion. C'est uniquement de cette relation que procède la compréhension de la nature et de notre propre moi. Mais alors, l'essence de la nature se dévoile à notre intellect, qui en lui-même ne peut saisir habituellement que l'extérieur des choses, et le mystère est percé, dont la philosophie recherche depuis si longtemps la clé. Alors s'éclairent les notions de réel et d'idéal, la chose en soi et le phénomène. Et ainsi se trouvent réglées les questions essentielles autour de laquelle tourne la philosophie depuis Descartes, la question des rapports entre l'idéal et le réel, dont Kant avait mis radicalement en évidence la totale hétérogénéité avec une incomparable profondeur d'esprit, et dont immédiatement après, des charlatans, sur le crédit de l'intuition intellectuelle, affirmaient l'identité absolue. Si par contre on n'adopte pas cette façon de voir, qui est véritablement la seule porte étroite pour l'accès à la vérité, jamais on ne parviendra à comprendre.
Jamais on ne parviendra à comprendre l'essence intime de la nature, car il n'y a point d'autre chemin. Au contraire, on tombe dans une erreur désormais irréductible, car on conserve, comme je l'ai dit, deux principes fondamentaux radicalement différents d'un mouvement, séparés par une cloison solide. Le mouvement qui vient de cause et celui qui vient de la volonté. Le premier demeure donc, en ce qui concerne son essence, éternellement inexplicable. Parce que toutes les explications qu'on peut en donner laissent derrière elles cet X irréductible, qui inclut d'autant plus de choses que l'objet de la considération est plus élevé. Et le second, le mouvement provoqué par la volonté, se trouve totalement soustrait au principe, totalement soustrait au principe de causalité. Il est sans raison, il est libéré des différentes actions, donc totalement opposé à la nature et absolument inexplicable. Donc totalement opposé à la nature et absolument inexplicable. Si par contre nous accomplissons, comme je l'ai demandé, la réunion de la connaissance extérieure et de la connaissance intérieure, là où elles se rencontrent, nous reconnaissons alors, malgré toutes les différences accidentelles, une double identité. Celle de la causalité avec elle-même à tous les degrés, et celle de cet X d'abord inconnu, c'est-à-dire des forces naturelles et des phénomènes de la vie, avec la volonté en nous. Nous commençons, dis-je, par reconnaître la nature identique de la causalité dans les différentes figures qu'elle est obligée de prendre aux différents degrés. Elle peut donc se manifester comme cause mécanique, chimique, physique, comme excitation, comme motif intuitif, comme motif abstrait, réfléchi. Nous la reconnaissons comme une seule et même chose, aussi bien là où le corps qui en heurte un autre perd autant de mouvement qu'il en transmet, que là où des pensées combattent des pensées, ou la pensée victorieuse en tant que motif plus fort met l'homme en mouvement. Mouvement qui ne se produit pas de façon moins nécessaire que celui de l'habit qui a reçu un choc. Là où nous sommes là où nous sommes nous-mêmes l'objet mu, l'essence du mouvement nous étant donc intimement et parfaitement connus, nous ne nous laissons plus aveugler et troubler par cette lumière intérieure. Nous ne sommes plus étrangers à la relation causale que nous pouvons remarquer par ailleurs dans la nature, et nous ne désespérons plus de pouvoir en percer le secret. Au contraire, nous ajoutons à la connaissance extérieure une connaissance nouvelle, obtenue de l'intérieur et qui en est la clé. Nous reconnaissons la deuxième identité, celle de notre volonté avec cet X jusqu'alors inconnu, qui demeure dans toute explication causale. En conséquence, nous disons, là où c'est la cause la plus palpable qui produit l'effet, cet élément mystérieux qui demeure, cet X, ou bien l'essence même du processus, le véritable agent, l'en soi de ce phénomène, lequel en définitive nous est donné que comme représentation, et à travers les formes et les lois de la représentation. Cet X donc est essentiellement la même chose. Cet X donc est essentiellement la même chose que ce qui, dans les actions de notre corps, qui nous est lui donné à la fois comme intuition et représentation, nous est connu intimement, immédiatement comme volonté. Voilà, tournez-le comme vous voudrez, le fondement de la philosophie véritable. Et si notre siècle ne s'en rend pas compte, les suivants le feront, tant à Galote aux Romains, à défaut d'un autre, le temps est un homme d'honneur. De même que nous reconnaissons, d'une part à tous les degrés, y compris les plus élevés,
l'essence de la causalité qui se manifeste avec le maximum de netteté, de même donc que nous reconnaissons d'une part à tous les degrés, y compris les plus élevés, l'essence de la causalité qui ne se manifeste avec le maximum de netteté qu'au bas degré de l'objectivation de la volonté, c'est-à-dire de la nature. De même, nous reconnaissons d'autre part l'essence de la volonté à tous les degrés, y compris les plus bas, bien que nous ne parvenions directement à cette connaissance qu'aux degrés les plus hauts. La vieille erreur dit, là où il y a volonté, il n'y a plus causalité. Là où il y a causalité, il n'y a plus volonté. La vieille erreur dit, là où il y a volonté, il n'y a plus causalité. Là où il y a causalité, il n'y a plus volonté. Nous disons, partout où il y a causalité, il y a volonté, et aucune volonté n'agit sans causalité. Le punctum controversiae est donc de savoir si la volonté et la causalité, dans un seul et même processus, peuvent et doivent exister ensemble et en même temps. La reconnaissance de cette vérité est rendue difficile par le fait que la causalité et la volonté se révèlent de deux manières radicalement différentes. La causalité, tout à fait de l'extérieur, de façon médiate, grâce à l'entendement. La volonté, tout à fait de l'intérieur, de façon immédiate, et qu'ainsi, pour chaque cas donné, plus la connaissance de l'une est claire, plus celle de l'autre est obscure. C'est donc là où la causalité est le plus compréhensible que nous reconnaissons le moins l'essence de la volonté. C'est donc là où la causalité est le plus compréhensible. C'est donc là où la causalité est le plus compréhensible que nous reconnaissons le moins l'essence de la volonté. Et là où la volonté se manifeste de façon indéniable, la causalité se trouve tellement obscurcie qu'une intelligence fruste pourrait se hasarder à la nier. Or la causalité, comme nous l'a appris Kant, n'est rien d'autre que la forme reconnaissable a priori de l'entendement lui-même. Donc l'essence de la représentation, en tant que telle, qui est un côté du monde. L'autre côté est volonté, elle est la chose en soi. Si la compréhensibilité de la causalité et celle de la volonté sont en raison inverse, si l'une avance quand l'autre recule, et inversement, cela tient donc au fait que plus un objet nous est donné comme simple phénomène, c'est-à-dire comme représentation, plus la forme a priori de la représentation, c'est-à-dire la causalité, se manifeste nettement. Ainsi dans la nature inanimée. En revanche, plus nous prenons immédiatement conscience de la volonté, plus nous voyons reculer la forme de la représentation, la causalité. Ainsi en nous-mêmes. En revanche, plus nous prenons immédiatement conscience de la volonté, plus nous voyons reculer la forme de la représentation, la causalité, ainsi en nous-mêmes. Donc, plus l'une des faces du monde apparaît clairement, et plus nous perdons l'autre de vue.